Merci d'être resté avec nous pour ce débat avec mes invités. Florence Mouraret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes commissaire divisionnaire, chef du pôle identité judiciaire au service central de police technique et scientifique et en charge notamment des fichiers de police. Alors on l'a bien vu dans ce documentaire, la science pour aider la police, ça remonte quand même à la fin du 19e. Mais honnêtement, c'est grâce aux séries télévisées américaines que les policiers scientifiques sont devenus un peu les chouchous du public. Est-ce qu'on est quand même dans la réalité très loin des séries américaines ? On a des différences quand même qui sont assez importantes dans la façon dont une enquête se déroule par rapport à ces séries où l'on voit des agents de police technique et scientifique qui en effet traitent la scène d'infraction, recueillent des traces et indices, les exploitent, mais font ensuite, par exemple, les interrogatoires ou les auditions. Voilà. Ça, c'est une très grande différence puisque, en tout cas en France, la mission est séparée, est distincte. Et en effet, les policiers techniques et scientifiques interviennent indirectement dans l'enquête. Certes, sur la scène d'infraction, ils vont recueillir des traces et indices. Ceux-ci vont être analysés, vont faire l'objet d'analyses scientifiques ou d'examens techniques. Et à travers leurs résultats, ce sont des indices donc techniques ou scientifiques qui vont être donnés à un enquêteur qui, lui, va travailler, va faire des investigations complémentaires et va essayer de corroborer ou d'infirmer, en tout cas, la présence ou l'explication de ces indices sur les scènes d'infraction. Les rôles sont bien définis. Les rôles sont bien définis. Patricia Torancho, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, auteure, réalisatrice, spécialiste de crimes et faits divers. La grande révolution des enquêtes de police, c'est l'ADN et l'exploitation des empreintes génétiques, vraiment ? Oui, et la téléphonie. La téléphonie est arrivée d'abord, mais il est sûr que l'ADN a permis un bouleversement en fait dans les pratiques policières. L'enquête policière classique existe toujours, il y en a besoin. Évidemment, mais voilà, l'ADN a détrôné les aveux et est devenue la reine des preuves. Et la première affaire résolue grâce à l'ADN, c'est laquelle ? L'affaire Caroline Dickinson, notamment. C'était une petite Anglaise qui avait été tuée à pleine fougère dans une auberge de jeunesse du côté de Rennes. Et à l'époque, n'existait pas encore de fichier d'empreintes génétiques, mais le violeur avait laissé du sperme, donc de l'ADN, qui a été extrait et qui a été comparé avec celui notamment d'un routard, qui a été mis en examen à l'époque, incarcéré 5 jours et dédouané grâce à l'ADN. Et c'est là où moi je me suis dit, ça c'est important, parce que j'avais beaucoup de réticence par rapport à l'ADN, à ce qu'on pouvait en faire. Mais là, quand j'ai vu que ça permettait de dédouaner quelqu'un, j'ai trouvé ça génial. Et par la suite, très longtemps après, Francesco Arce Montes, qui était en fait le violeur et le tueur de Caroline Dickinson, a été confondu par son ADN et arrêté. Sylvain Cormier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au sein du programme Innocence France que vous avez fondé en 2013, qui vient en aide aux criminels condamnés définitivement, qui clament leur innocence en prison. C'est un programme inspiré des États-Unis. En 20 ans, le projet Innocence américain a réussi à faire libérer plus de 1000 détenus condamnés à tort, 30% grâce au progrès de la science sur des traces ADN. Donc en fait, l'ADN, effectivement, ça sert aussi à ça. Ça sert à disculper des innocents qui pourtant ont avoué un crime. C'est aussi le rôle de l'ADN. Oui, surtout dans les affaires anciennes. Alors, je vous fais part d'une expérience. J'avais moi aussi la conviction que l'ADN était, entre guillemets, la reine des preuves et qu'elle était devenue majeure. Il s'avère que si on étudie statistiquement, il y a une étude d'un gendarme qui s'appelle Jérôme Ballastier, qui est officier, et statistiquement, c'est pas vrai. Les affaires résolues sont pas tellement résolues par l'ADN, ni par les preuves scientifiques. L'étude montre que c'est l'enquête classique qui a le meilleur taux de résolution. Mais dans les affaires anciennes, c'est l'inverse, parce qu'on n'a plus de témoins, on n'a plus que ça en vérité, déceler, à essayer d'exploiter, à essayer de faire parler. Bruno Pi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit à l'Université de Lorraine. Alors aujourd'hui, pour la justice, une empreinte génétique sur une scène de crime, c'est l'arme absolue ou pas pour démontrer la culpabilité d'un suspect ? Certainement pas. Je suis content d'entendre un avocat parler de cette question parce que, alors, pour ce qui nous concerne, une étude sur 10 ans d'enquête criminelle et correctionnelle en Lorraine a montré que l'ADN n'était utile que dans 4% des cas. Ce qui veut dire que dans 96% des cas, c'est l'enquête classique qui est fondamentale. Donc, je pense qu'il faut, et vous posiez la question tout à l'heure des enquêtes policières, de la fiction.
je pense qu'il faut sortir du mythe de la preuve scientifique. La vérité ne sort pas des éprouvettes et des laboratoires. La vérité, elle sort de l'expérience des policiers et des gendarmes et du travail d'enquêteurs qui est véritablement une démonstration. Donc non, l'ADN, comme les autres éléments scientifiques, ne sont pas les éléments qui vont résoudre les affaires criminelles. Oui. La science aide le policier et le gendarme. La science ne dit pas le coupable, ne dit pas l'innocent, elle dit les faits. Et c'est ensuite le policier et le juge qui vont dire la vérité et l'avocat qui vont démontrer qui est coupable et qui ne l'est pas. C'est vrai qu'on est quand même étonné de ce chiffre 4%, quand on voit effectivement tout ce sur quoi l'ADN peut être récolté, que ce soit des mégots, du sperme, n'importe quelle trace, on se dit que beaucoup plus d'affaires devraient être résolues parce que c'est simple finalement du coup. Alors, ça apporte des éléments factuels très intéressants. On a eu 2 affaires intéressantes dans notre domaine, en Lorraine. Dans la première affaire dans laquelle on trouve sur une hache l'ADN d'un individu qui est le propriétaire de la hache, mais ça n'apporte aucun élément utile pour savoir si cette hache a été volée, prêtée, empruntée, utilisée par le propriétaire sur les lieux de la scène de crime. Ça dit juste que c'est, à un moment ou à un autre, un contact qui a eu lieu entre le propriétaire ou l'utilisateur et la hache. Un deuxième dossier intéressant nous montre, dans une affaire de stupéfiants, dans un local, un sac à dos avec des traces d'ADN d'un individu. Oui, mais c'est un individu qui a été condamné il y a 2 ans pour un trafic de stupéfiants. Et il dit, mais mon sac à dos, à l'époque, a servi. C'est vrai, mais pas aujourd'hui. Donc attention à ne pas tomber, comme on a eu pendant des siècles le culte de l'aveu, dont on sait que parfois il n'est absolument pas fondé, eh bien, ne tombons pas dans le culte de la preuve scientifique. Et puis l'ADN voyage. Si je serre la main de M. Pi et qu'il prend la hache, il y aura peut-être mon ADN sur la hache, alors je ne l'aurais pas touché. Imaginez combien d'ADN sur ce plateau, si demain une scène de crime a lieu sur ce plateau, combien d'ADN sur le plateau? Bien sûr, ça, effectivement, et c'est là où le rôle des enquêteurs est essentiel, mais quand même, on ne peut pas réfuter un ADN. Il est difficile de réfuter sa présence sur la scène, sur la scène d'infraction. Les fichiers, en effet, qui permettent de faire des rapprochements entre des traces non élucidées qui sont prélevées sur des scènes d'infraction et des individus préalablement prélevés et enregistrés dans le fichier, ne permettent que de dire que on a trouvé une trace de la présence de cette personne sur la scène d'infraction. Oui. Et bien évidemment, ce n'est pas la science, en tout cas ce ne sont pas les fichiers qui désignent, en effet, comme vous le disiez, Monsieur Pi, le coupable ou l'innocent. En revanche, c'est vrai que la multiplicité des techniques et des disciplines aujourd'hui apporte quand même des éléments complémentaires qui permettent en effet certainement d'ouvrir des pistes ou de confirmer des pistes. Donc je ne dis pas qu'après, bien sûr, il y a tout le travail d'investigation pour essayer d'incriminer l'individu ou de le disculper, mais il y a une multiplicité d'éléments qui sont apportés aujourd'hui quand même à un enquêteur et qui lui permet en effet de trouver une piste ou en tout cas de continuer de poursuivre dans une piste plus facilement. Aujourd'hui, dans notre pays, pas que l'ADN, mais la police scientifique intervient sur toutes les scènes de crime. Elle intervient sur une grande majorité des scènes de crime, alors on va dire scènes d'infraction, puisque sur tous les crimes, bien sûr, et sur les scènes délictuelles également, sur une grande partie, une grande majorité des scènes d'infraction. Il y a une intervention toutes les minutes, en gros. D'accord. Quand même, maître, quand on imagine qu'on retrouve une trace ADN dans du sperme sur une scène de crime, c'est compliqué pour un avocat d'aller plaider l'innocence de son client, non ? C'est très compliqué, mais d'abord parce qu'on est mal formé. Il faut être très lucide et très honnête. Nous ne sommes pas des biologistes. On est très mal à l'aise avec les rapports d'expertise ADN. Et on n'est pas équipé, on va dire, si on ne fait pas un effort personnel, on n'est pas équipé pour apprécier la réelle valeur d'une expertise ADN. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que l'ADN paraît très simple. On annonce des statistiques, on vous dit il y a 99,9999 que ce soit lui, et on est écrasé par ce chiffre, et parfois on peut perdre la lucidité. Mais l'ADN a joué des tours à tout le monde, aux enquêteurs. Quelqu'un avait été incriminé à tort, on trouve de l'ADN, il est sur la scène de crime, pas de problème en apparence pour résoudre l'enquête. Vrai problème, la réalité était différente. Il était en prison au moment où l'assassinat avait eu lieu. Donc il avait il était parfaitement innocent. Pourtant, l'ADN a été détecté. Contamination, on découvrira plus tard. Donc il faut se méfier de ce... Il faut travailler avec, mais s'en méfier vraiment. Oui.
Et il y a un meurtrier totalement machiavélique qui s'est servi de l'ADN en 2005. Donc c'est des gendarmes, la section de recherche de Paris, qui interviennent sur le viol et le meurtre d'une jeune femme de 24 ans. Le gardien d'immeuble est très vite suspecté parce qu'il a des antécédents, il a été condamné 2 fois pour viol. Et en réalité, sur place, ce n'est pas son ADN. Il y a l'ADN, il y a le sperme de quelqu'un d'autre, ce n'est pas lui. Et heureusement, cet ancien légionnaire, là, qui est devenu concierge, va finir par avouer que c'est lui qui a tout bidouillé. Comme il connaissait très bien l'immeuble, les habitudes d'un voisin qui avait pas mal de maîtresses apparemment, ce suspect avait piqué dans la poubelle un préservatif usagé d'un voisin. Il avait congelé le sperme. Et ensuite, quand il a tué et violé la petite jeune femme, il a mis le sperme du voisin. Donc il faut faire vraiment attention parce que même où des bandits, des gens peuvent se servir aussi de l'ADN pour mettre celui de quelqu'un d'autre sur place, quoi. Oui. Ce qui est intéressant, ce que dit Madame, c'est que les progrès de la science aident la police, mais les délinquants... Ils se servent aussi. Y compris des séries américaines, etc. Et donc, on a connu ça il y a 100 ans avec les empreintes digitales. Les délinquants ont mis des gants avec l'ADN. Eh bien, un délinquant va polluer une scène de crime, on le voit aujourd'hui au niveau de vol de voiture, tout vol de voiture, quasiment, est suivi d'un incendie. Puisque le délinquant va brûler la voiture pour ne laisser aucune trace ADN. Il y a une adaptation, une espèce de course à l'échalote entre les délinquants et l'évolution de la science au service de la résolution des enquêtes. Et puis ça peut aussi servir, là aussi c'est très tendance dans les séries policières, ce qu'on appelle les cold cases, les affaires non résolues, et ça peut servir effectivement à des affaires qui n'ont pas été résolues, mais des décennies auparavant. Oui, oui, totalement. Sauf que, par exemple, moi je travaille sur une histoire qui s'appelle Le Grêlé. C'est un tueur en série de petites filles français, français, parisien même, et région parisienne, qui a commencé son premier crime de petite fille, c'est en 86. Et ce type-là, en 96, grâce à des scellés qui étaient relativement bien conservés, c'est-à-dire le bout de moquette qui recouvrait le corps de cette petite fille, son ADN est caractérisé et match avec d'autres ADN, d'autres crimes. Donc ce type, on peut lui imputer à peu près 8 viols et assassinats d'adultes ou de jeunes filles. Sauf que il n'est pas dans la base, il n'est pas dans le fichier des empreintes génétiques. Donc, finalement, les enquêteurs de la brigade criminelle de Paris rament toujours sur ce dossier 33 ans après, parce qu'on ne peut pas mettre en regard son nom, son identité. Voilà. Et donc, c'est pas tout, quoi. C'est pas tout, l'ADN. Mais sinon, sur le principe, on peut effectivement utiliser des traces d'ADN pour résoudre des affaires d'il y a 30 ou 40 ans, si on a conservé. Si on a conservé les scellés, en effet, on peut tout à fait élucider en effet des cold cases. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs après la création du fichier. C'est la loi de 98, il était réellement en service en 2000-2001. Mais un certain nombre de magistrats, en effet, ont ressorti, exhumé des scellés d'affaires qu'ils avaient encore à l'instruction pour faire réanalyser les scellés et faire enregistrer donc ces nouvelles traces non identifiées dans le fichier. Et au fil du temps, comme ça, avec les nouvelles signalisations d'individus, on pouvait espérer avoir donc des rapprochements. Et c'est ce qui s'est passé notamment pour une affaire d'une jeune fille qu'on avait retrouvée tuée et violée aux alentours d'Avignon, qui avait eu 16 ans, une lycéenne, et dont le meurtre a été élucidé 19 ans après, puisque l'auteur avait été pris en fait dans une rixe, dans des violences volontaire, et le fait de l'avoir signalisé, son empreinte génétique a été rapprochée donc de la trace qui avait été analysée sur le cadavre de cette jeune fille. Voilà, 19 ans après. Juste, monsieur, juste après, oui. Alors, oui, je pense que c'est important de rappeler les dates, les dates des dernières années. 84, l'affaire Grégory, où on a des traces d'ADN, mais on ne sait pas les exploiter, on n'en a pas suffisamment, parce que la science ne permet pas de faire un profil génétique. Ou parce qu'elles ont été mal conservées aussi, peut-être. Oui, puis on n'a pas à l'époque la finesse d'analyse qui permet suffisamment. Alors, oui, on pourrait parler des timbres et des enveloppes. À l'époque, on les traite avec des produits chimiques qui détruisent l'ADN, mais sur les cordelettes, on aurait pu retrouver l'ADN. Mais on n'a pas, en 84, la science suffisamment précise. Et puis l'affaire Dutroux, 96, et puis la loi de 98. Donc, heureusement, la science progresse au service du droit. Maintenant,
il ne faut pas croire que, parce que la science progresse, on va résoudre tous les cold cases, tous les cas anciens, parce que, y compris dans les affaires anciennes, on va pouvoir dire, il y a de l'ADN, et ça ne démontre rien d'autre qu'il y a contact. D'accord, c'est ça. Il y a contact, et contact dont on ne peut pas dater la chronologie. Sur la moquette en question, il y a eu à un moment ou à un autre de l'ADN de monsieur un tel. D'accord. Point. Ça ne veut pas dire qu'il a tué. Il faut surtout abandonner, et ça c'est le rôle du juriste de le dire, l'espèce de culte de la science. Croire que la science va dire le droit est une illusion mortifère. Oui, je suis assez d'accord. Et il y a une chose intéressante sur les affaires anciennes, c'est que par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'affaire que vous aviez évoquée, là, les criminels ne prenaient aucune précaution pour le coup. Donc, c'est des choses où il y a des traces, il y a des choses exploitables. Le problème, c'est que les enquêteurs n'en prenaient pas vraiment plus. Et que donc, on peut avoir la chance de tomber sur l'ADN d'un criminel, mais aussi sur celle d'un enquêteur. Voilà. D'accord. Et dans l'affaire Grégory, par exemple, sur les vêtements de l'enfant qui avaient été retrouvés dans la rivière, donc dans la Vologne, il y a plusieurs ADN mélangés qui ont été caractérisés récemment, mais bizarrement, les ADN de ses parents, de Christine et Jean-Marie Villemain, qui avaient habillé leur enfant ce jour-là, n'apparaissent pas. Donc ça veut dire que ça a été pollué par les pompiers, les gendarmes, les gens qui sont intervenus sur le corps de l'enfant, et que la Vologne a lavé tout le reste. Pour écouter notre prochain invité, on va parler quand même de ce fichier, puisque les empreintes digitales et ces traces qui sont prélevées au cours des enquêtes sont donc conservées dans des fichiers automatisés qui sont gérés par le service central de la police technique et scientifique. Il y a combien de profils aujourd'hui dans ce fichier ? Alors pour l'ADN, oui. Il y a à peu près, un peu plus de 3 millions de profils individus et 600 000, un peu moins de 600 000 traces non élucidées. Et alors ces 3 millions, c'est qui ? Ce sont en fait des personnes qui ont fait l'objet d'une mise en cause au stade policier. Et donc, pour certaines infractions, donc, puisque ça ne concerne pas, le FNAEG n'est pas ouvert à tous les crimes et les délits, mais à une grande majorité de crimes et à un certain nombre de délits, une signalisation biologique est pratiquée sur les individus. Et donc l'analyse génétique et l'empreinte génétique de ces individus. Sous réserve de leur consentement. Justement, on va en parler tout de suite. Sous réserve de leur consentement. Mais le refus est sanctionné, en effet. Les condamnés également peuvent faire l'objet donc d'une signalisation et être enregistrés. Et il y a ensuite un deuxième pan donc de personnes qui peuvent être enregistrées, qui est plutôt de l'ordre des victimes. Ce sont des personnes disparues, dans le cadre d'une enquête disparition inquiétante, ou des personnes retrouvées décédées et non identifiées. D'accord. Donc là, le fichier doit aider à les identifier. Donc effectivement, sous réserve de leur consentement. Dominique Henry, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été institutrice pendant 20 ans, puis agricultrice, et aujourd'hui, en retraite, vous militez au sein de la Confédération paysanne. Alors je rappelle votre histoire pour que vous puissiez nous expliquer votre point de vue. En 2014, vous avez participé au démontage de la salle de traite de la ferme des 1000 vaches, pour alerter l'opinion sur les vaches élevées en batterie. Vous avez été jugé, d'abord condamné à 4 mois de prison avec sursis, transformé en 3 000 € d'amende, avec sursis, avec reconnaissance, c'est quand même important, du statut de lanceur d'alerte, au motif, je cite le juge, que cette action était une réaction à une situation sociale, sociétale et environnementale préoccupante. En garde à vue, vous avez refusé le prélèvement de votre ADN. Vous saviez que c'était une obligation légale. Pourquoi vous avez refusé ? Déjà, je voudrais dire que depuis le début de l'émission et dans le film, on entend parler de crimes, de meurtres, de malfaiteurs. Mais nous, on n'a rien à voir avec ça. Alors pourquoi j'ai refusé ? J'ai refusé pour différentes raisons. Premièrement, nous, on a revendiqué l'action. C'est une action revendiquée, on l'a faite à visage découvert. Les conditions de l'arrestation, c'est que nous, on a attendu. Évidemment, on était là pour mettre un débat sur la place publique, ce qui a été le cas. Et on était à peu près une soixantaine de paysans. Et ils ont prélevé 4 personnes. Déjà, au niveau de la justice, c'est particulier. Et chacun a défilé devant les policiers pour dire j'ai participé à cette action, donc je donne ma carte d'identité. Voilà. Donc, je ne vois pas l'intérêt, quand on a revendiqué une action, de donner son ADN. Enfin, déjà, je trouve ça inutile. Ensuite, je sais parfaitement que si je donne mon ADN, je vais donner en même temps l'ADN de mes frères et sœurs, parce qu'on sait qu'au niveau de la parenté, il y a
Il y a une on part partage familiale. notre ADN, celui de mes enfants et celui de mes petits-enfants. Bon. On sait maintenant que l'ADN, il parle, c'est-à-dire qu'il dit nos caractéristiques physiques, nos maladies génétiques, éventuellement, des choses comme ça, nos caractéristiques ethniques. Donc, ce fichier, cet ADN, il resterait 40 ans dans ce fichier. Pour moi, puisque j'ai été condamnée, c'est 40 ans. Donc, en 40 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer. Enfin, on vit une période trouble. On ne sait pas par qui, comment il pourrait être utilisé pour faire parler cet ADN. Donc, je ne vais pas, certainement pas, laisser ce cadeau-là à mes enfants et mes petits-enfants. Ensuite, il y a le fichage des militants quand même. Enfin, pourquoi les militants se retrouveraient dans un fichier avec des criminels et des délinquants sexuels. Enfin, à moins qu'on prouve que parmi les militants, il y ait plus de délinquants sexuels et de criminels que dans la population. Mais bon, voilà. Donc, c'est une petite boutade. Mais comment les militants n'ont rien à faire dans ce fichier. Je veux dire, on a connu ça dans l'histoire, hein, déjà, des fichiers de militants. Après la Première Guerre mondiale, ça c'est déjà venu. Il y a eu des fichiers d'étrangers, de nomades, en même temps de communistes, de déserteurs, d'agitateurs. Et quand la machine totalitaire est arrivée, tout était prêt déjà. Donc il faut quand même 40 ans, il peut se passer énormément de choses. Donc on ne peut pas laisser faire ça. Comme ça, voilà, on le fait, bah oui, on dit c'est une obligation. Non, il faut quand même se poser des questions. Et d'autre part, c'est pas un fichier pour tout le monde, parce que les gens les délinquants financiers ne sont pas dans ce fichier. Donc les grands délinquants en col blanc, on va dire que, enfin moi ça me scandalise vraiment, quoi. Je pense que là on est devant une injustice sociale grave, quoi. C'est intéressant sur l'évolution de l'outil, puisque l'outil est créé en 1998 sur la délinquance sexuelle. C'est à l'imitation des Anglais qui ont créé 12 ans plus tôt un fichier de délinquance sexuelle, la loi de 17 juin 1998. Puis ensuite on l'étend aux violences conjugales, puis aux violences en général, puis à toute forme de violence. Et c'est très intéressant de voir que dès lors qu'on crée un outil, on l'étend. Et pourquoi pas demain à 60 millions de Français. C'est une évolution de la société. Recherche de sécurité. C'est une société dans laquelle il y a de moins en moins de violence, contrairement à ce qu'on croit, mais qui est de moins en moins tolérante ou de plus en plus intolérante à la violence, y compris les violences politiques. Et l'outil, qui aujourd'hui est au service de la justice, pourrait demain être au service de n'importe quelle dérive politique. Alors si on veut un tout petit peu pousser le curseur, imaginez qu'en 1941, il y a eu un fichier des données génétiques. Quel usage aurait pu en faire l'État de Vichy ? Oui. Il y a plusieurs choses, en effet, qui ont été dites là et sur lesquelles donc, je voudrais réagir. Déjà, donc, sur le fondement de la signalisation, il y a une autorité judiciaire qui a considéré qu'il y avait une infraction, en tout cas au code pénal, et qui était éligible à la signalisation. Mais ça reste de toute façon 40 ans ensuite dans le fichier. Alors, aujourd'hui, en effet, le texte est rédigé de la façon suivante, c'est que les mises en cause, donc les données nominatives et les empreintes génétiques des personnes mises en cause sont conservées 25 ans et les données des personnes condamnées sont conservées 40 ans. D'accord. Il y a un décret qui est en cours de préparation là, et qui doit en effet être présenté à l'automne, justement pour modifier cet état de droit. Et là, les durées de conservation vont être modifiées. Elles vont passer en fait de 10 à 40 ans, selon que l'on est mineur ou majeur et selon que l'on a commis un crime ou un délit. Voilà. Mais est-ce qu'on peut se dire que ce fichier est bien encadré, bien surveillé, bien contrôlé ? Voilà. Alors, outre donc ces durées de conservation, il y a également un droit d'accès direct que tout intéressé peut donc porter devant le gestionnaire du fichier, c'est-à-dire qu'il suffit de nous écrire. Ensuite, la personne peut demander à être effacée également du fichier. Et là, dans ce nouveau décret, il y a donc de nouvelles mesures qui sont insérées où un acquittement et une relaxe aboutiront à la demande de l'intéressé à une suppression de droit. Et lorsqu'il s'agit d'un classement sans suite ou d'un non-lieu, à la demande de l'intéressé également, sur lequel éventuellement le procureur peut s'opposer s'il a des raisons de le faire. On a également donc un magistrat de la Cour d'appel, la procureure générale de la Cour d'appel de Lyon, qui est un magistrat chargé du contrôle du fichier, et pas plus tard que l'an dernier, donc nous avons reçu sa visite et donc on peut discuter on a pu échanger sur le fonctionnement du fichier. On a enfin la Commission nationale
de l'informatique et des libertés qui les CNIL, contrôle. oui. En janvier de cette année, il y a eu un contrôle de la CNIL sur le fichier automatisé des empreintes digitales, par exemple, pas sur le FNAEG, mais sur celui-ci. Et in fine, en effet, dans les procédures pénales, il y a quand même toutes les voies de recours jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a quand même un encadrement dans notre pays qui est fort. Les marqueurs utilisés, je me permets de répondre à madame, en effet, ce sont des marqueurs non codants, qui ne permettent pas d'exprimer de toute façon de données de type médical. Et dans le fait de ficher l'ADN, alors je ne parle pas du tout de votre histoire, mais de ficher pour des délits plus ou moins sévères, est-ce qu'on ne peut pas se dire quand même que tous les criminels ne commencent pas par des crimes et que peut-être, notamment des tueurs en série, pourraient être arrêtés plus tôt si effectivement pour des délits moins importants ils avaient été fichés, ça peut quand même avoir un intérêt pour arrêter un tueur en série, par exemple. C'est sûr, Guy Georges par exemple, Guy Georges dont les ratés d'ailleurs ont provoqué la création du fichier en juin 98. Guy Georges, il avait commencé par des petits vols, par des cambriolages, par des agressions, bien avant de tuer et de violer. Donc, moi, je pense que là, moi, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire le fichier, là, il est trop étendu, ok ? Que les policiers aient besoin pour traquer des grands criminels, effectivement, de les ficher pour vol ou pour agression sexuelle, par exemple, etc. Oui, ça paraît important. Mais il a été trop étendu, le fichier. On a commencé par les crimes et les délits sexuels, après tous les crimes, d'accord. Mais après, que ce soit Daniel Vaillant en 2001, donc ministre de l'Intérieur, ou Nicolas Sarkozy en 2003, ils ont étendu à tous les délits, sauf financiers et sauf quelques trucs. Et là, ça va pas, les arracheurs d'OGM, les participants à une manifestation sauvage, ceux à qui, par exemple, dans les manifestations, des policiers ont demandé à des manifestants manifs non autorisés d'enlever leurs lunettes de piscine. Ils ont été prélevés, l'ADN a été prélevé. Ça va pas. Moi, je pense qu'il faudrait un peu le restreindre, parce que là, tous les délits politiques ou de militantisme n'ont rien à faire là-dedans. Ce que vous avez dit tout à l'heure était à la fois rassurant et inquiétant, parce que si on comprend bien, et il faut bien réaliser ça, aujourd'hui on peut demander, lorsqu'on a fait l'objet d'une mise en cause, et puis qu'on a été innocenté, on peut demander un droit à l'oubli, en fait. Du fichier, mais ça devrait être de droit automatiquement, si vous voulez. Ça voulait dire qu'avant, on y restait, alors même qu'on avait été mis hors de cause. Quel était l'intérêt de garder cette empreinte? Non, il existe aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui déjà, dans le fichier, il y a une disposition qui permet à toute personne de solliciter son effacement auprès du procureur de la République qui a traité l'affaire en question et qui nous en donne l'ordre et ce que l'on réalise automatiquement. Mais qui peut s'y opposer, donc pour certaines raisons. Ça, c'est le texte de demain qui, en effet, dans des cas particuliers de non-lieu et de classement sans suite, on n'est pas sur les relax et les acquittements, où il y a une vraie reconnaissance de non-responsabilité et de non-culpabilité, on est sur des non-lieux ou des classements sans suite, où éventuellement, en fonction du parcours de l'individu, en effet, le procureur peut s'opposer à l'effacement pour telle ou telle, enfin pour l'affaire qui est sollicitée. Mais pour l'instant, ça existe pour le fichier automatisé des empreintes digitales et je ne l'ai encore jamais vu, très sincèrement. Oui. En matière de génétique, aujourd'hui, sur toutes les scènes de crime, depuis l'affaire Grégory, on a informé des techniciens, on fait des prélèvements. Tous ne seront pas analysés. En fonction de l'utilité, en fonction de la nécessité, en fonction du coût, on va en utiliser certains. Mais c'est satisfaisant pour l'opinion publique, pour les parties prenantes qui auront vu les policiers arriver avec leurs techniques, leurs petits écouvillons, etc. et qui auront au moins cette satisfaction psychologique du fait qu'on s'occupe de leur cas. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème, il est principalement là. C'est qu'il s'agit de répondre à une demande sociétale de sécurité se basant sur la science. Sauf que la science, n'est pas utilisée économiquement dans l'objectif, et surtout, la science ne dit pas le juste et l'injuste. Elle dit le fait. C'est le juge qui, jusqu'à présent, dit le droit, et j'espère que ça durera longtemps. Oui, je voudrais dire que dernièrement, il y a quand même eu une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, il y a 1 an, parce qu'il y a justement un militant de la Confédération paysanne qui est allé, qui a fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme et qui a gagné. Donc la France, elle a été condamnée pour atteinte à la vie privée qui ne saurait être nécessaire dans une société démocratique. À ce moment-là, si on fiche les militants,
est-ce qu'on est encore dans une démocratie ? Le problème va vraiment se poser, il faut vraiment se poser la question. Parce que dans notre Constitution, il y a quand même écrit qu'on a le droit de militer. Bon, après, quand on fait certains actes, on est puni, on a été, voilà. Mais je veux juste te dire, ou alors on l'étend à tout le monde, le fichier. Mais alors là, c'est un affichage généralisé, donc on fiche toute la population, et cette fois-ci, c'est une surveillance générale, et il faut vraiment quand même avoir un débat là-dessus. Dans 5 ans, on ne parlera plus de ces questions-là. Dans 5 ans, les questions de preuves scientifiques seront basées sur la biométrie et sur la mesure électronique et par algorithme des éléments du corps humain. On le voit avec ce qui se passe déjà en Chine aujourd'hui et à Hong Kong, absolument, pendant les manifestations. À l'occasion des manifestations, sur le fichage des militants. Voilà. Par la reconnaissance faciale. Exactement. La reconnaissance faciale est aujourd'hui techniquement au point, demain au service des enquêtes pénales ou des mesures de répression politique. Je pense qu'il y a un encadrement dans notre pays mais il faut être vigilant. Qui est tel que... Et le rôle des avocats de nous défendre. Vous posez la question, en fait, de savoir quels sont les moyens dont se dote l'État et dans ses représentants des forces de l'ordre, en fait, pour, dans sa mission d'investigation, quand même, aboutir, en effet, à la résolution d'une affaire qui, in fine, a quand même fait une victime. Si c'est pas la collectivité, c'est une victime, c'est un particulier. Et pour défendre quand même l'ADN, c'est pas que je suis médecin, mais quand même, ça sert aussi, malgré tout, puisqu'on l'a vu dans l'histoire de cette petite fille qui avait été abandonnée sur l'autoroute A10, ça a servi aussi parce que l'ADN a permis de retrouver les membres de la famille. Oui. Enfin, recherche en parentèle. Ça, c'est quand même assez... Voilà. Non, mais ça, c'est majeur. La banquière de Péronne qui a été tuée en 2001, Élodie Kulik, il y avait un ADN sur un mouchoir taché de sperme, elle avait été tuée, calcinée, etc., et violée. Et dans le fichier, jamais ce suspect, ce nom sortait. Donc, les gendarmes, à l'époque, ont appliqué une technique britannique, je crois, et ont fait une recherche en parentèle, c'est-à-dire sur une partie de cet ADN, et ont trouvé effectivement le père de ce gars, Grégory Viard, qui était fiché dans le FNAEG. Et à partir de là, ils ont identifié le violeur d'Élodie Kulik, qui était décédé. Le suspect qui était décédé 2 ans après les faits. Cette technique me paraît... intéressante et importante quand même, dans des cas désespérés. Alors chaque année, je crois que le fichier national automatisé des empreintes génétiques permet 30 000 rapprochements. C'est-à-dire, il y a des rapprochements de cas à cas. C'est-à-dire, d'une série de cambriolages, en fait, il y a le même ADN dessus. Donc, ça détecte une série. Mais il y a aussi des cas, comme le pompier du Gard, dont vous parliez tout à l'heure, là, qui est identifié 19 ans après son ADN. Il y a quand même des cas majeurs qui sont identifiés avec. Voilà. Guy Georges, sans l'ADN, il n'est pas identifié. Voilà. Et cette petite fille, on a mis un nom sur cette petite fille qu'on avait abandonnée dans un état épouvantable. Voilà. On l'a retrouvée. Et Jacques Ranson, le tueur en série de Perpignan, qui était recherché depuis les années 90, pour avoir mutilé des jeunes femmes autour de la gare de Perpignan. C'est pareil, donc il faut faire la part bon usage. C'est bon usage, mais moi je crois qu'il faut quand même le restreindre un peu. Il y a quelques délits qui n'ont rien à faire dedans. On va finir bientôt. Aussi, personne ne conteste qu'il faut une police efficace. Voilà. Mais vous avez cité un chiffre, 4% dans votre étude Lorraine, et les chiffres de Jérôme Ballastier sur les enquêtes de gendarmerie étaient de cet ordre, 3-4%. Parce que les enquêteurs sont remarquables et on s'appuie sur l'ADN. Oui, en plus. Oui, mais l'étude va plus loin. Les enquêteurs sont persuadés que de plus en plus, que seule la téléphonie, l'ADN les aide. Et ils délaissent en pratique, en vrai, dans la réalité, ils délaissent les méthodes qui marchent le mieux, c'est-à-dire l'enquête d'environnement, l'enquête de voisinage, etc. Donc il y a vraiment, même en termes d'efficacité, je pense que se focaliser sur l'étendue infinie quasiment d'un fichier, je pense que ça peut être un point d'aveuglement et dangereux. Votre début d'émission partait sur la disculpation. L'ADN est fondamental pour disculper un certain nombre d'individus. On a parlé de l'affaire Caroline Dickinson. Dans cette affaire à la Plaine Fougère, le routard qui était sur les lieux, il avait avoué, qui était décrit par un certain nombre de gens comme ayant eu des contacts avec les jeunes, etc., eût été condamné sans l'ADN. Oui. L'ADN a permis de le mettre hors de cause et de relancer l'enquête et de partir sur d'autres pistes qui ont permis d'identifier le réel coupable. Donc, et faire sortir de prison des innocents, pour les enquêtes de police. Oui, surtout pour mettre
hors de cause un D'accord. C'est vrai, Marc Machin aurait été innocenté si on Oui. avait effectué les prélèvements sur l'ADN, mais il avait avoué lui aussi en garde à vue. Oui. On trouvait ça inutile du coup de Bien sûr. faire Ouais. cette analyse. On aurait pu s'apercevoir. Effectivement, non, mais bien sûr. Oui, vous voulez dire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'heure. les méthodes sont toutes complémentaires et elles ne doivent pas remplacer le travail de l'enquête. De là à dire qu'ils abandonnent les enquêtes de voisinage et tout ce que l'on fait traditionnellement, je ne vous suivrai pas sur cette voie. Tout enquêteur... J'ai dit Oui. que, en fait, Non, que les mais enquêteurs en tout cas, sous-estimaient l'intérêt d'aujourd'hui. sous-estimaient. Voilà. Enfin, Sauf c'est que les- quand on est un enquêteur, plus on a d'éléments recueillis en amont d'une audition, hein, et finalement beaucoup plus, Ça aide plus à facile, c'est en effet de mettre en cause ou au contraire de disculper la personne. Et c'est vrai que quand vous avez éventuellement un ADN ou une trace papillaire, parce que c'est pas forcément, c'est complémentaire, c'est ou l'un ou l'autre, que vous avez en plus un téléphone qui a borné dans les lieux, une carte bancaire utilisée, plus des témoignages ou des... Bon, c'est vrai qu'un enquêteur a quand même un dossier qui est plus facilité et en tout cas plus aisé pour pouvoir mettre en face de ces contradictions, donc éventuellement la On va dire que personne c'est qui est une aide auditionnée. importante, et effectivement une aide très importante pour pouvoir disculper un individu. Merci en tout cas beaucoup à tous les 5. Pour les amateurs de faits divers et d'affaires criminelles, vos livres, Patricia Tourangeau, Grégory, la machination familiale, c'est aux éditions du Seuil. Et le plus récent, c'est le dernier celui-là, Oui. Le Magot, Fourniret, le gang des postiches, Mortelle rencontre, également aux éditions du Seuil. Vous pourrez revoir le documentaire Police scientifique, le crime à la loupe et notre débat sur le site France TV. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 5. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à partir de 20h50 pour une nouvelle émission du Monde en face. Bonsoir.